Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour une vidéo assez spéciale, celle de la critique. En tout cas, on va essayer de parler du film ensemble avec l'ami Kerr que je salue. On va essayer de parler du nouveau Spider-Man No Way Home, qui est un film assez particulier. On va en parler dans une partie d'abord non spoil, si vous n'avez pas envie de tout savoir et si vous ne l'avez pas vu, et deuxième partie, dans une partie plus spoil. Voilà. J'ai envie de dire, Kerr va nous recentrer un petit peu le débat et puis après on enchaîne tout de suite avec les avis de tout le monde. Kerr, dis-nous tout. Alors, Spider-Man No Way Home, c'est donc le troisième Spider-Man avec Tom Holland chez Sony, puisque Tom Holland est déjà apparu en Spider-Man dans d'autres films, notamment Avengers. C'est le troisième film réalisé par John Watts. Il est sorti le 15 décembre en France et en Angleterre. Il a signé le meilleur démarrage pour un film en France, avec plus de 476 000 entrées le premier jour, et ça c'est le meilleur démarrage depuis l'été 2019, donc ça veut dire que depuis la pandémie, mais il a même fait mieux que des mastodontes de l'année 2019, comme par exemple le dernier Star Wars, pour vous dire à quel point ce Spider-Man No Way Home était attendu. C'est même, on peut le dire, sans aucun doute, le film le plus attendu de l'année 2021. Au casting, on retrouve bien évidemment Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch. On trouve également des personnages comme Willem Dafoe, enfin des acteurs comme Willem Dafoe, Jamie Foxx, Jon Favreau, Alfred Molina et d'autres. J.K. Simmons, qu'on avait vu notamment dans Far From Home. J'ai dit son démarrage explosif en France. Il n'est pas encore sorti aux États-Unis au moment où on enregistre la vidéo, puisqu'il sort le week-end qui suit la sortie française. Par contre, il est également sorti en Angleterre où il a fait un énorme démarrage. On peut donc, je pense, voir en Spider-Man ce qui sera le plus gros succès box-office de l'année 2021. Il devrait logiquement dépasser le milliard, ce qui n'est pas encore arrivé en 2021 à cause de la pandémie. On y va tout de suite avec l'avis sans spoil de l'ami Greg. Qu'as-tu pensé, mon cher Greg, de ce très attendu No Way Home, toi qui l'attendais particulièrement? En fait, j'y pensais pour préparer cette vidéo et le truc, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est un film qui est tellement généreux. Il t'offre des cadeaux, mais tout le temps. Enfin, c'est vraiment... Alors là, désolé si vous regardez la vidéo dans des mois, parce que c'est très une analogie de Noël. Mais en fait, on a vraiment l'impression de recevoir cadeau après cadeau. On a l'impression que Marvel et Sony n'a jamais essayé de faire autant plaisir aux spectateurs. On pourrait dire que du coup le film pourrait tomber dans la tristesse est un film gimmick qui, comme les trailers vous ont pu vous le montrer, où on voit d'anciens méchants, d'anciennes trilogies ou bilogies de Spider-Man qui réapparaissent. Donc du coup vous avez un peu le pressentiment comme ça qu'il y a des cadeaux qui arrivent. Il y a plein de choses qui étaient complètement inattendues qui sont dans ce film, dont on parlera avec grand plaisir dans la partie spoil. Mais le truc, c'est que en fait, il y a tellement de cadeaux. Et derrière, le film, en fait, il est plutôt très bien joué. C'est clairement la meilleure interprétation de Spider-Man par Tom Holland. Enfin, vraiment, il est au-dessus des trois. Le film est très au-dessus des deux précédents. Et le film a quelques défauts, mais en fait, on est tellement gâtés. J'ai tellement l'impression d'être à Noël avec quelqu'un qui te donne cadeau sur cadeau que la politesse fait que t'as pas envie de dire du mal. Le petit truc, en plus, c'est des petites choses. Mais le film fait tellement pour toi en tant que spectateur que ça donne l'impression d'être impoli que de faire des remontrances sur ses défauts. Si vous n'êtes, et là quand même pour vous aider sur cette partie spoil, si vous êtes complètement hermétique à Spider-Man, du coup j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo, sauf cliquer, mettre des pouces et puis faire des commentaires. Mais en vrai, le truc c'est que si vous aimez Spider-Man, des comics, des films, toute incarnation, des animes, c'est un film à aller voir. Est-ce que c'est le meilleur Spider-Man tout court? Mon petit cœur balance quand même avec la première trilogie.
mais c'est clairement un contender. Spider-Verse. C'est clairement... Oui, je parle de films live action. Car nous parle de Into the Spider-Verse, qui était excellent aussi. Mais du coup, c'est très étrange parce qu'en fait, le film est tellement là pour nous faire plaisir tout le temps, et il réussit à nous faire plaisir tout le temps, que j'ai juste envie de dire, en fait, j'étais particulièrement content. J'ai hâte de vous parler de la partie spoil, donc on va passer assez vite. Mais c'est un film qui sait non seulement donner ce qu'on espère que un film comme ça va donner, mais va plus loin en te surprenant. Et du coup, ça en fait vraiment quelque chose de très réussi. En plus, le truc, c'est que Marvel et Sony ont réussi à se mettre d'accord pour mettre vraiment tellement de choses dans le film. Il y a plein d'éléments très réussis de Marvel, du MCU, mais dont on va reparler dans la partie spoil. Je vais pas plus loin. Kerr, qu'est-ce que tu as pensé de ce Spider-Man ? Ben moi, pour être très honnête avec toi, j'en attendais rien et j'en avais même un peu marre de toute cette promo autour de No Way Home, de cette espèce d'hystérie du public qui n'est pas une critique hein, de ma part, parce que ça m'a aussi permis de prendre conscience à quel point Spider-Man était un personnage qui était populaire et les films Spider-Man plaisaient beaucoup. Mais j'avais pas été particulièrement touché par la première trilogie, par les Amazing. Je t'avoue que les films avec Tom Holland, je les avais trouvés sympathiques, mais voilà, ça en touchait une sans faire bouger l'autre. Et il y avait eu ce Spider-Verse qui m'avait énormément séduit, que j'ai enchaîné avec le jeu vidéo qui m'a énormément plu. Et donc j'étais peut-être un peu plus client, on va dire, de Spider-Man au moment où je suis allé voir No Way Home. Mais je n'en attendais, pour ainsi dire, pas grand-chose, surtout après avoir vu ce naufrage qui était Venom 2, un film Sony qui était survendu avec des personnages du MCU, etc. Au final, j'ai été très, très, très agréablement surpris par ce film qui est, à mon sens, une vraie réussite, non sans défaut, mais une vraie réussite. C'est un film qui pour moi est multigénérationnel, qui est pointé du doigt par beaucoup de gens. D'ailleurs, je trouve qu'il y a des critiques négatives qui sont très dures, mais tout le monde a le droit d'en dire ce qu'il veut. D'ailleurs, vous pourrez donner votre avis dans les commentaires. Il est pointé du doigt notamment pour ce côté fan service que tu as évoqué, mais moi je trouve que c'est du fan service dans le bon sens du terme. Je trouve que le film est un film généreux, qui est un film qui fait du bien, que l'on aime Spider-Man ou qu'on soit simplement quelqu'un qui suit la franchise depuis des années sans y être particulièrement accroché. Je trouve que ce film est une réussite à ce niveau-là. Je trouve aussi que le scénario a une grande force et des faiblesses, mais il a une grande force, c'est que il ne veut pas être trop complexe, il va à l'essentiel. Il est simpliste, mais il est souvent malin. Alors après, c'est vrai que si on creuse, par exemple, on va y trouver d'énormes failles scénaristiques et vraiment, on peut même s'arrêter dessus et bloquer et être déçu. Au niveau de la mise en scène, le travail de John Watts a été critiqué, je trouve, par beaucoup de critiques, mais je trouve, moi, que au contraire, il a fait un travail qui était très propre sur No Way Home, davantage que sur les deux premiers Spider-Man. John Watts, c'est pas un tueur, mais c'est très propre. Le film sait être épique, mais le film sait être aussi beaucoup plus de choses que ça. Il sait être touchant, il sait nous parler, il sait nous émouvoir et plus. Et ce côté aller à l'essentiel au niveau scénaristique, mais aussi au niveau des personnages, est vraiment une bonne chose. Ils ont réduit le nombre de personnages. Ils se sont concentrés sur les personnages qu'il fallait. Ils sont pas partis dans tous les sens comme le font énormément de blockbusters. Ça, c'est vraiment une vraie réussite. Par exemple, Doctor Strange est là, mais il n'est pas trop là. Et bon, on en parlera dans la partie avec spoil, mais c'est des choses qui sont pour moi une vraie réussite. Et là où le scénario a des failles qui sont indéniables, il a aussi cette capacité à surprendre. Et j'en parlerai après, mais le scénario a réussi à me surprendre et à m'amener dans des directions auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Il a aussi une capacité à réhabiliter certains aspects de la saga Spider-Man, et il est hyper référencé, ce film.
Il fait écho à plein de films, il fait écho à plein de personnages et de l'univers Spider-Man, bien au-delà de simples films MCU Tom Holland, le jeu vidéo bien évidemment, Miles Morales. Enfin, il y a plein de choses. On a vraiment ce sentiment que ils ont la volonté de toucher le fan. Et en ça, le fait que ce soit un film, entre guillemets, fan service, que beaucoup disent, voilà, c'est du fan service, mais c'est creux. Mais j'ai envie de dire, c'est un film pour les fans de Spider-Man. Et les gens qui vont le voir, c'est un film qui leur est destiné. C'est pas un film qui a pour ambition d'être à la Berlinade ou d'aller choper un ou deux prix à Cannes et puis de trouver d'être adoubé dans les pages de Télérama. C'est un film qui est destiné à des fans de Spider-Man et en ce sens, il le fait très bien. Et tu disais quelque chose en off que tu n'as pas dit là et du coup je vais le reprendre mais en donnant à César ce qui appartient à César puisque c'est toi qui l'as dit. Tu as dit en sortant de Endgame, ils ne pourront plus reproduire ce genre de film. Et avec No Way Home, ils ont réussi à recréer un film du MCU qui est un film événement, un film marquant. C'est un film qui va vraiment marquer l'histoire du MCU. Pas l'histoire du cinéma, mais l'histoire du MCU, très clairement. Voilà. Mon avis sur No Way Home. Est-ce que tu veux qu'on passe directement à la partie avec spoil ? Bah oui, parce que du coup, je veux rebondir à ce que t'as dit. Les gens qui veulent pas être spoilés, la sortie, elle est pas très loin. Suivant, vous regardez, swiper, scroller, cliquer sur la croix. Pour la partie spoil, jetez votre téléphone du haut de votre immeuble. Du coup, on enquille tout de suite avec... on n'est pas responsable si vous le faites par la loi, ce n'était qu'un conseil. Donc, la partie spoil, c'est parti, vous avez eu le temps. Là, même si vous avez fait tomber votre souris par terre et qu'il y a du café dessus brûlant, etc., je considère que vous avez eu le temps d'éteindre votre écran d'ordinateur. On est parti. Bon, je vais réagir tout de suite. Le truc, c'est qu'Hardy, ce film est marquant pour le MCU, pas pour l'histoire du cinéma, avec la froideur que tout le monde lui connaît. Et je suis pas d'accord. Alors, ok, on crève un peu l'abcès. Donc, il y a Andrew Garfield et il y a Tobey Maguire dans le film. C'est quand ils arrivent, c'est oufissime. Chaque moment où les trois Spider-Man sont ensemble, c'est marquant. Il y a... Attends, là on échange et du coup, je peux même dire que moi, je trouve que c'est encore plus marquant quand ce sont les deux anciens qui sont ensemble sans Tom Holland. Bah, c'est ton avis. C'est ton avis. Les gens. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand ils sont tous les trois, ça fonctionne très bien. Chaque scène avec Toby et Andrew, parce que on est potes, fonctionne vraiment bien. Mais quand ils sont tous les deux là le duo marche hyper bien, je trouve que c'est encore plus fort que quand Tom Holland est là. Je laisse le tribunal public te juger. De pouce en haut, pouce en bas, vous connaissez l'histoire. Du coup, je parlais pas des pouces de YouTube, hein, je parlais de ceux qui amenaient au lion. Oui, comme dans Gladiator. Donc, en gros, là où je suis pas d'accord avec toi, c'est est-ce que ce film a marqué le cinéma ? Moi, je trouve que ce film, il marque le cinéma. Il n'y a jamais eu de film qui, sur un personnage, des reboots, etc. Et d'un seul coup, on a les acteurs des anciens films qui débarquent comme ça. On n'a jamais eu des films qui étaient coupés, enfin rebootés, et d'un seul coup, on les réintègre en disant mais tout ça, c'est nos films. Les défauts, les qualités, enfin les deux films avec Andrew Garfield étaient assez critiqués. Les films n'ont pas mal marché en salle, mais ils étaient quand même, d'un point de vue critique et public, plutôt très attaqués. Et Andrew Garfield, il est très bien. Et il n'a pas eu un rôle moins important parce qu'il était moins connu en tant que Spider-Man. C'est fondamentalement... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu... Alors déjà, il faudrait pouvoir le faire, parce que forcément... dans des films indépendants français ou dans le Cœur des Hommes, par exemple, dans le Cœur des Hommes, c'est sûr que comme il n'y a pas eu de reboot, c'est pas fait, et il n'y a pas de monde parallèle ni de on remonte dans le temps, c'est sûr c'est compliqué de faire la même chose, mais fait est
que là, on a une première. C'est la première fois. Et non seulement c'est la première fois, mais en plus, il faut quand même apprécier le beau geste. Enfin, franchement, d'avoir réussi à convaincre les acteurs, en plus on sait que Tobey Maguire, il en a plein la toile de tout ce qui se prend en permanence, le fait d'avoir été dans Spider-Man, le harcèlement, le truc, enfin, même regarder les dernières vidéos en tapant Andrew Garfield, Tobey Maguire là ces derniers temps, enfin, on voit que les gens sont méchants avec lui quand il accepte pas de bloquer tout son temps pour répondre à toutes les questions de quelqu'un. Enfin, vraiment, le truc, c'est qu'ils ont réussi à ramener tout le monde. Alors oui, c'était pas en leur offrant des chocolats et des roses. On est d'accord. Il y a sans doute eu négociation, vraiment de manière assez importante sur la table. Mais ils ont réussi. Enfin, Marvel a réussi. Ils auraient pu dire, on en a 2, c'est magnifique, on prend l'argent, c'est super. Mais du coup, le film, ils ont mis l'argent sur la table. Alors, ils vont le récupérer au quintuple, vu les sorties et vu ce que ça va produire. Mais franchement, je suis estomaqué qu'ils aient réussi à faire ça. Derrière, ils te placent le fait que les séries Netflix redeviennent canon et sont réintégrées. Pour nous, spectateurs français, alors pour le coup, c'est Kerr qui l'avait remarqué. Pour nous, spectateurs français, on a eu Daredevil le jour où il y a eu le caïd dans une autre série, que je n'aimerais pas. C'est pas la vidéo spoil de tout l'univers MCU, mais si vous savez, vous savez. Et le truc, c'est que les Américains ont déjà eu... sur Daredevil. De quoi ? Une anecdote sur Daredevil. Si elle est excellente, on la garde au montage. Ouais. Le doubleur de Daredevil sur Netflix, c'est le même qui fait la voix de Robert Downey Jr. dans le MCU. Donc, ils ont changé celui qui fait la voix de Daredevil en VF dans No Way Home. Ou alors, ils ont pris le même et ils lui ont demandé de parler différemment. Moi, mon vote, c'est qu'on la coupe, cette anecdote. Non, elle est très Vous bien, verrez sur YouTube si elle a été gardée par un monteur qui a eu la moins lourde que moi. Mais bref, je regarde Oupi de côté, il se dit, je vais pas le couper, je peux pas couper Kerr. Et Oupi, t'as mon avis. Le truc, c'est que le temps des gens, c'est important, on va essayer de pas le gâcher. Donc du coup, pour revenir au film, c'est vraiment une première, je l'ai jamais vu. C'est bien fait. Enfin, vraiment, les arrivées des personnages sont ouf. Daredevil, c'est vraiment incroyable. Et maintenant, il y a une partie plus... il y a 2 éléments dont je vais encore vous parler. Le premier, c'est la salle. Je vous conseille, le film il va y avoir des milliers de pressions pour que des gens essayent de pirater ce film, parce que je pense qu'il y a des enjeux financiers pour les sites pirates à avoir un film comme Spider-Man le plus tôt possible. Ne piratez pas ce film, allez le voir. Et je vais pas vous faire un discours moralisateur à la con sur c'est l'industrie du cinéma. Non, c'est pour vous, à titre personnel, allez le voir sur un grand écran, parce que vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un 90 pouces dans mon appartement de 14 mètres carrés. C'est ça qui me tient chaud quand on est l'hiver. Très bien. Tu vas sans doute t'abîmer les yeux, mais très bien. Le truc, c'est que l'ambiance dans la salle est incroyable. L'ambiance dans la salle. Et vraiment, aller dans un multiplex, aller dans un endroit où il y a du monde. Ce film, je dis ça en plein pic Covid, je sais pas si c'est responsable, mais en mettant des masques et en mettant du gel hydroalcoolique, le truc, c'est que fondamentalement, le film, c'est ma meilleure expérience de cinéma. J'ai jamais eu un public autant en folie. Même aux États-Unis, où les mecs, il y a un drapeau américain, ouais, et tout, t'as l'impression qu'ils vont jeter leur popcorn à chaque référence de la mère patrie. Mais le truc, c'est que là, il y avait, à chaque arrivée d'un Spider-Man, il y avait des mecs qui sautaient sur leur siège. Quand il y a des décès, les gens sont « Oh mon Dieu, c'est un enfoiré !» Enfin, j'ai jamais vu un public aussi passionné. C'était un bonheur complet de voir le film. C'est un bonheur complet de voir que le Spider-Man, le MCU, il y a des gens de toutes les catégories socio-professionnelles qui sont présentes. Alors presque toutes, évidemment, celles qui ont les moyens de voir un film. Mais le truc, c'est que c'est vraiment juste surtout dans la période qu'on est en train de vivre, de voir cet événement, cette communion vraiment entre tout le monde. Je trouve ça, j'ai vraiment trouvé ça génial, et c'était tellement plus que tous les derniers films, plus que Titanic, etc., que j'espère que vous aurez la chance d'avoir ce genre d'expérience au cinéma, parce que c'est incroyable. Pour moi, ça fait vraiment partie du spectacle.
quand je reverrai le film dans 10 ans, je trouverai peut-être que c'est nul et que tout le monde l'a déjà fait et qu'il y aura eu 8 fois Doc et Marty qui ont été rebootés dans un Retour vers le futur 47 et que tout le monde l'aura fait à ce moment-là. Mais fait est que je pourrais pas oublier l'expérience d'aller au cinéma dans la salle où j'ai été. Donc ça, c'est vraiment un élément qui pour moi est super important. Et le dernier point sur ma critique, après il y a plein de choses à dire sur le film. Mais en fait, j'ai pas, alors ceux qui regardent la chaîne le savent, j'ai vraiment pas trouvé incroyable les 2 derniers Spider-Man de Tom Holland. C'était vraiment des films qui étaient très teen movie. On est sur le haut du panier par rapport aux productions Sony. Et c'était tellement mieux que Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, qui avait vraiment des scénarios mais complètement fracassés par terre, que du coup, vraiment, je rappelle, les enjeux, c'est le méchant qui se transforme en homme lézard pour se désamputer un bras. Son plan, c'est de rendre tout le monde en homme lézard. Et même lui ne sait toujours pas pourquoi, en fait. Le truc, c'est que on était parti d'un truc qui était totalement absurde à voilà, des films avec Tom Holland qui se tenaient. En plus, il avait une super introduction. Donc, j'en attendais pas une qualité incroyable. Mais le film a du cœur. Enfin, vraiment, le film a du cœur. Le film est vraiment mieux réalisé. Enfin, le réalisateur s'est vraiment réveillé. Il y a pas on sent pas une patte. On sent pas. C'est pas un film d'un auteur qui a réussi malgré la grosse machine américaine à ce qu'on sente son âme. Non, pas du tout. C'est juste quelqu'un qui a essayé de faire un travail soigné en essayant de respecter au plus la chance qu'il avait incroyable d'avoir les 3 Spider-Man à l'image. Je trouve que ce respect, ce moment de les amener est vraiment, vraiment particulièrement réussi. Et les enjeux du dernier combat sont peut-être un petit peu mous. Enfin, il y a un flottement, c'est sûr qu'il y a un flottement. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut aussi voir dans la construction que la mort de Tante May est tellement un pic dramaturgique. Enfin, dans d'autres œuvres, pour pas vous spoiler d'autres œuvres de Spider-Man récentes, la mort de Tante May apparaît et elle apparaît dans les derniers instants. Et c'est incroyablement marquant. Et là, c'est une étape dans le film. Donc c'est sûr que le film a du mal à repartir après ça. En plus, il y a les scènes qui viennent après où les 3 Spider-Man sont ensemble, où justement ils se rendent compte que c'est un événement comme ça qui les a amenés à devenir vraiment Spider-Man. Et le truc, c'est qu'on comprend même quand ils sont en train de discuter tous les 3 que en fait, c'est la mort de Tante May qui fait que Tom Holland devient vraiment complètement Spider-Man et pas juste un gamin qui court partout et qui a été casté trop tôt par Iron Man. Et donc en fait vraiment le film, c'est vrai, n'arrive pas à retrouver les enjeux à la fin. Et ils ont beau essayer de nous fracturer l'univers, est-ce que vous voulez, etc. Et le truc aussi que j'ai trouvé marrant, et je vais redonner la parole à Kerr, qui du coup a préparé plusieurs autres anecdotes, j'en suis sûr, va du coup... C'est sur le fait qu'il y a un des comics les plus détestés de l'histoire des comics de Spider-Man. Il n'y en a pas des milliers, mais celui-là est vraiment détesté. Où justement, il y a un mariage entre Mary Jane et Peter Parker qui se fait annuler parce que Peter Parker fait un deal avec Mephisto, enfin un diable de l'univers MCU, pour du coup qui implique que son mariage et les mémoires avec Mary Jane soient annulés. Donc en gros, on dit aux fans de comics, t'as 15 ans de comics qui servent à rien. Et le truc, c'est que ils ont réussi à nous faire la même, et c'est trop bien. C'est-à-dire qu'à la fin, on redémarre complètement clean. Les personnages sont super intéressants. On a envie de revoir Mary Jane. On a envie de voir son pote. On a envie de voir qu'est-ce qui va lui arriver. Tout est possible. Enfin, c'est vraiment... On comprend du coup le fait qu'ils ont annoncé qu'il y aurait une nouvelle trilogie avec Tom Holland. Enfin, vraiment, le film délivre... Il a quelques problèmes de rythme, mais il délivre vraiment, je pense, des émotions, en tout cas aux personnes qui apprécient les Spider-Man, mais il délivre vraiment des émotions. Il sait bien gérer son rythme sur les 2 premiers tiers et il sait parfaitement amener la suite. Alors je parle même pas des scènes post-génériques qui sont plus vraiment des scènes post-génériques, qui sont des espèces de pré-trailers maintenant, ou en tout cas pour l'une des 2. Et qu'est-ce que tu veux dire, Kerr ?
Je vais revenir un peu sur tout ce que tu as dit. Alors déjà au niveau des personnages, Strange, comme je le disais dans la partie sans spoil, on le voit peu et juste ce qu'il faut. C'est un peu le problème de Strange dans le MCU, c'est qu'il est parfois antipathique, parfois il arrive à ne pas l'être. Euh, le Wong fait son apparition traditionnelle dans les films, on l'avait déjà vu dans Shang-Chi. Là, il refait le même coup. Je trouve que le sort et le pourquoi arrivent les différents méchants, puis ensuite les Spider-Man. Enfin, non, c'est pas ensuite, c'est au même moment, mais bon, et plutôt bien expliqué, plutôt bien amené. Après, c'est vrai que c'est là qu'il y a des failles qui sont monumentales. Comment est-ce que Spider-Man Toby et Spider-Man Andrew ont mis autant de temps à trouver Peter, Peter Tom Holland, etc., etc. Alors là où moi j'ai envie de réagir, c'est sur les méchants. Le truc qui m'avait étonné, que j'ai dit que dans le scénario ils avaient été capables de me surprendre, c'est la volonté de Spider-Man de sauver ces méchants, et du coup on les voit sous un autre regard, que ce soit Octopus, l'homme sable, que ce soit l'homme lézard. J'ai trouvé tous les méchants de ce Spider-Man beaucoup plus intéressants qu'ils ne l'étaient dans les précédents, alors à l'exception peut-être d'Octopus qui était très bien dans Spider-Man 2, mais par exemple, il y a aussi une réhabilitation de Jamie Foxx, et moi j'ai vu une réhabilitation en fait, ils ont pris Jamie Foxx dans le premier, dans Amazing Spider-Man 2. Ils l'ont transformé en électro, on le voyait plus, il était plus noir, etc., etc. Là, il redevient noir. Et c'est un peu ce qu'on avait vu dans Star Trek avec Idris Elba, où ils avaient dit, oh regardez, on a pris Idris Elba, c'est génial, c'est génial. Et on voyait jamais Idris Elba. Comme là, on voyait jamais vraiment Jamie Foxx. Là, on retrouve Jamie Foxx, il est super stylé. Il y a une réhabilitation d'Electro, une réhabilitation du jeu d'acteur de Jamie Foxx. Il y a le personnage d'Andrew Garfield qui est très... Alors, je vais revenir sur ce que tu disais sur l'arrivée des deux Spider-Man. Je suis d'accord avec toi sur l'ambiance déjà. Moi, j'ai été très étonné. Ça applaudissait, ça a crié quand les Spider-Man sont arrivés. Pas sur Daredevil. Tiens, je fais une petite digression sur Daredevil. J'ai trouvé que pour le coup, c'était hyper téléphoné. C'était en mode ah, il nous faudrait un avocat. Est-ce que tu connais un avocat? Oui, je connais un avocat. Un très bon avocat. Oui, un bon avocat. Et boum, Daredevil. Eh oui. Dis donc, Quand on tu n'avait pas dis vu venir celle-là. téléphoner, tu t'attendais à voir l'acteur qui joue Daredevil de Netflix? Bah, bien évidemment. Alors déjà, il y avait eu fuite sur fuite et on a vu la photo de la pièce où ils sont tous autour de la table. Donc donc, oui, on le savait. N'hésitez pas à Je voter pense qu'ils auraient sur pu. 3615 Bullshit, c'est un nouveau service Minitel que Cult & Click a ouvert malgré la fermeture du Minitel. De quoi? Tu avais vu que c'était Daredevil, tu l'avais senti, t'étais sûr de toi. Mais en fait, il y a il y a une photo où tu vois qui est sortie il y a longtemps, où tu vois Charlie Cox entouré d'Happy, de Tante May et de Tom Holland. Donc on le savait qu'il revenait, comme on savait que les autres Spider-Man revenaient. Et en fait, on attendait juste le moment où c'était concret. Comment est-ce qu'ils allaient arriver? Et je trouve que le fait de les faire arriver dans une scène où il n'y a pas Tom Holland, où il y a Zendaya et son pote Ned, qui sont accessoirement très bons, et surtout Zendaya, que j'ai trouvé génial dans ce film et très touchante, et qui est juste parfaite comme il faut. Elle en fait pas trop, et ça c'est vraiment agréable. T'as Andrew Garfield qui arrive, le public est en transe, alors que comme tu le disais, Andrew Garfield n'était pas le Spider-Man le plus préféré du public, mais qui devient avec ce film un peu un chouchou, parce que il a eu ces deux films, sa saga Spider-Man annulée et remplacée comme un malpropre par Disney pour Tom Holland. D'ailleurs, on le voit bien, il est affecté dans le film. Pour moi, il y a une double lecture. Il y a le côté qu'il est affecté par la mort de Gwen Stacy, donc ça, c'est la lecture simple et la plus évidente. Mais il y a aussi la lecture symbolique de Andrew Garfield, il est affecté parce que ses Spider-Man ont été annulés. Et derrière, t'as Tobey Maguire qui arrive un peu en daron de service, en mode je suis vieux, je suis le premier Spider-Man. C'est là où le film est en fait multigénérationnel, et ça fonctionne hyper bien. T'as trois Spider-Man qui tout de suite, ça match entre les trois. Tout le fan de Spider-Man est hyper content. Il sait plus. Moi, j'ai par exemple voir Tobey Maguire le revoir, mais j'étais fin heureux. Et je me suis dit, mais c'est super cool et j'ai envie que ce film continue. Et d'ailleurs, à la fin,
quand ils disent ah bah j'espère qu'on se reverra et tout, dans la salle les gens ont dit ah bah ouais on espère, allez revenez les gars et tout. Non, il y avait une vraie bonne ambiance dans le film. La mort de Tante May, et moi j'ai trouvé réussi, beaucoup la critique. Il y a un aspect qui est quand même évident, c'est qu'elle est hyper prévisible, notamment parce qu'elle ressort la phrase de l'oncle Ben. Mais voilà, tu vois, le trio des amis est beaucoup mieux travaillé. J'ai trouvé que la fin était hyper émouvante. Le dernier acte du film cartonne parce que la scène d'action est très réussie. Tout y est. Andrew Garfield, qui n'a pas réussi à sauver Gwen Stacy, va sauver MJ. Les héros sont vaincus mais pas tués. Enfin, c'est vraiment très bien amené. Et puis t'as ce Spider-Man qui décide en effet de reset, et parce qu'il a compris que il mettait en danger Zendaya et son pote, et que c'était mieux qu'ils vivent sans lui. Bon ben voilà, il s'efface, il se sacrifie, comme une chose qu'on a déjà vu dans plein de films de super-héros, mais c'est bien amené. Et Tom Holland devient, comme tu le disais, Spider-Man. Mais pour moi j'avais du mal à le voir en Spider-Man. Je le trouvais trop gamin, trop là pour le coup ça y est, c'est ok, c'est bon, c'est Spider-Man. Il peut re-signer en effet pour une nouvelle trilogie, et voilà. Mais par contre j'espère qu'ils referont un retour de Maguire et de Garfield, parce que je pense que ça le mérite. Après il y a plein de trucs qui au niveau scénaristique, si tu te poses vraiment, et notamment sur la première scène post-générique, il y a des trucs qui vont pas du tout. Il y a des trucs qui sont un peu trop légers. Je trouve que sur le début du film, il y a un peu trop de légèreté. C'est un peu chiant, je trouve, le début, avant l'arrivée de Daredevil. Et puis, enfin, toute cette période du film est pas ouf. Ça devient vraiment intéressant, je trouve, quand il va voir Doctor Strange. Happy est lourd au début du film. Avec tout ce qu'il a traversé, toutes les personnes qu'il a connues, il se moque du personnage, ce qui est d'autant plus injuste, je trouve, que la personne qui le campe, c'est Jon Favreau, qui est quand même un des pontes aujourd'hui du succès Disney, que ce soit chez Star Wars ou chez Marvel. Il aurait mérité mieux. La scène finale au cimetière est très réussie, mais ça sauve pas tout. Mais voilà, je pense que... Alors toi, je te sens très très emballé et tout, mais tu vois, quand je disais par exemple que le film allait marquer le Marvel mais pas le cinéma, c'est que objectivement, cinématographiquement parlant, le film il fracasse pas dans la mise en scène, dans ses ambitions, en dehors du fait d'aller chercher dans des reboots des trucs, des personnages différents. Ok, ça c'est une nouveauté, soit, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas un film qui va marquer l'histoire du cinéma comme un Mulholland Drive, comme un Metropolis, comme je sais pas moi, des grands classiques du cinéma, mais pour le fan et pour la personne qui aime les films de super-héros, pour la personne qui aime les Marvel, oui, très clairement, ce Spider-Man No Way Home est plus au-dessus de mes attentes, je trouve. Et c'était une vraie bonne surprise. Voilà à peu près ce que j'avais à en dire. Je suis pas du tout d'accord avec... Greg, est-ce que tu veux le mot de la fin? Non, mais je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire sur l'histoire du cinéma, et il le marquera pas. Oui, tu l'as déjà expliqué. C'est que Mulholland Drive, dont tu prends l'exemple, est un succès niche. Et en fait, le truc, c'est que c'est vraiment un succès niche. En plus, c'est un film qui est très critiquable. Le truc, c'est que là, on peut pas juste anéantir au résumé Spider-Man No Way Home. C'est un film du MCU. L'histoire du cinéma, quand tu regardes l'histoire du cinéma, il faudra étudier le MCU. C'est un courant. En fait, il y a eu le nouvel Hollywood, il y a eu les trucs. Le cinéma de super-héros est un courant de ces 20 dernières années. Et là, on est en train d'avoir... Alors, on pourra étudier le premier Avengers. Là, je parle en tant qu'étudiant de cinéma. Mais le truc, c'est que ce Spider-Man, pour moi, marque cette période, qui est une période... Je dis pas qu'elle est mieux ou moins bien que d'autres périodes. C'est même pas le cinéma que je trouve vraiment Spielberg dans son âge d'or. Je préfère ses films au Marvel. C'est pas le débat. Le truc, c'est que c'est maintenant quelque chose qui existe depuis presque 19 ans.
C'est 2002, je crois, le premier Spider-Man. C'est constamment à la tête du box-office. C'est constamment pour plein de personnes. Bah, en fait, qu'est-ce que le cinéma? Si pour plein de personnes, les seuls films qu'ils voient dans l'année, c'est le MCU, ça veut dire que peut-être, c'est pour eux, le cinéma, c'est ça. Donc, quand on regarde l'ensemble du cinéma, on ne peut pas juste se dire ce film n'existe pas, ou c'est marginal, c'est sympa, c'est le blockbuster, c'est l'Armageddon de cette année. On a dépassé ça, et le film montre par la maturité qu'ont les gens qui produisent le film pour réussir à faire ce film, montre qu'on est sur quelque chose de nouveau. Il y avait la promesse de dire It's all connected et d'avoir pour la première fois une œuvre complètement méta qui connecte films, séries, etc. Mais là, non seulement ils te reprennent les promesses d'avant où on s'était dit en fait Netflix c'est pas connecté. Oui, c'est connecté, ils te le redisent maintenant. Ils te ramènent même les reboots, ils te les ramènent dedans. C'est juste incroyable en termes de production cinématographique, c'est incroyable. Dernier point pour dire que pour moi le bémol sur Doctor Strange dont tu parlais qui avait ses qualités, c'est vraiment l'utilisation. Doctor Strange qui est prêt à péter l'univers pour faire plaisir à Peter Parker, je comprends pas. Je comprends pas cette facilité, c'est dommage, c'est vraiment un point pour moi un vrai bémol. Surtout que du coup, une grosse partie du scénario quand même se pose là-dessus. La pirouette, une fois passée, les choses s'améliorent. Mais très concrètement, c'est comme si en fait, ils avaient voulu lui assombrir ses défauts pour pouvoir les corriger dans son futur film. Mais je trouve que c'est dommage. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer, mon cher Kerr. Eh ben, je conclurai en disant que de grandes responsabilités impliquent de grands pouvoirs.